Cette histoire nous vient d'Alban, dont la ville natale est située en pleine campagne. Il avait été militaire pendant un moment, mais il a fini par quitter le service, s'installant chez ses parents le temps de trouver autre chose. Un jour, il était en train de boire un verre avec un ami, se sentant libéré d'avoir quitté l'armée. Se laissant emporter par l'ambiance festive, il a bu de plus en plus, tout en se baladant dans les rues de sa ville avec son ami, chantant bras dessus bras dessous. Soudainement, il a vu une voiture blanche arrivant en face d'eux, et en approchant, la vitre s'est baissée. Une femme qui semblait avoir la trentaine, toute de blanc vêtue, est apparue. Elle leur a demandé en riant « Hé, j'ai un petit job à vous proposer, ça vous intéresse ?» Alban et son ami, totalement ivres, lui ont demandé combien il comptait les payer. Elle leur a tendu $100 et leur a dit que ce n'était qu'une avance, qu'elle leur donnerait 100 de plus une fois qu'ils auraient fini le boulot. Les deux amis avaient besoin d'argent, ils n'ont donc pas hésité une seule seconde avant d'accepter. La femme les a fait monter dans sa voiture puis elle a démarré, avançant le long d'une route de montagne située à proximité. Il pleuvait fort à ce moment-là, et le vent soufflait tellement violemment qu'Alban pouvait entendre les feuilles des arbres s'écraser contre les vitres. Cet incident l'a d'ailleurs tellement traumatisé que ce bruit lui est insupportable à ce jour. La voiture continuait d'avancer le long de la route de montagne, jusqu'à s'arrêter sur le côté d'une colline. La femme est soudainement sortie de la voiture et s'est dirigée vers le coffre, en sortant une pelle et une bêche. Elle a demandé aux deux amis de sortir, et Alban a pu voir que ses pupilles semblaient plus dilatées qu'avant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a commencé à se dire que quelque chose n'allait peut-être pas. La femme a ensuite sorti une petite boîte de la voiture, et leur a ordonné d'aller au bout de la route pour l'enterrer, en leur rappelant que 100 autres dollars les attendaient quand ils auraient fini. Ils ont donc obéi, et se sont éloignés pour enterrer la boîte à l'endroit demandé. Ils ont commencé à creuser, mais au moment où ils ont essayé de l'enterrer, la voiture de la femme est passée très vite devant eux, aussi rapide qu'une flèche. Ils n'avaient même pas encore reçu leurs 100 $. La pluie et le vent s'acharnaient toujours, accompagnés désormais de tonnerre. Ne sachant pas quoi faire, ils sont restés un moment figés sous la tempête. Alban s'est ressaisi en premier et a dit à son ami qu'ils avaient quand même été payés. Autant finir d'enterrer cette boîte et s'en aller. Mais son ami n'a pas réagi. Il regardait fixement l'endroit où la femme avait disparu. Après de longues secondes, il a demandé à Alban dans un murmure « Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans cette boîte ?» Il était très curieux de savoir ce qu'il y avait dedans. Mais Alban, qui voulait juste rentrer chez lui le plus vite possible, a protesté. Son ami a continué à le presser d'ouvrir la boîte. Puis perdant patience, il l'a prise pour l'ouvrir lui-même. Il y avait un sac en plastique dedans. Et à l'intérieur, se trouvaient des doigts coupés. 10 doigts, tellement petits qu'Alban a immédiatement pensé que c'était ceux d'un enfant. À la fois terrifié et fasciné, il n'a pas pu détourner le regard de cet horrible spectacle, jusqu'à ce que son ami s'écrie « Hé, il y a une bague en or !» Et effectivement, l'un des doigts coupés était orné d'une bague. Son ami a insisté pour la prendre, puisqu'ils avaient été payés moins que ce qui était prévu. Alban y était fermement opposé, mais son ami ne voulait rien entendre. Après une discussion animée, il a retiré la bague et l'a prise. Ils ont enterré la boîte dans le trou creusé puis sont partis. Après ce jour-là, Alban est tombé malade à cause de la tempête et a dû rester au lit pendant plusieurs jours. Pendant ce temps-là, il n'avait eu aucune nouvelle de son ami, ce qui était très étrange. 15 jours sont passés, toujours sans aucune nouvelle de lui. En se levant le matin du 15e jour, Alban a décidé de l'appeler. Sa mère a répondu et, à sa grande horreur, lui a dit que son ami était décédé il y a quelques jours. Il était tombé malade après être resté sous la pluie. Et depuis ce jour-là, il s'était plaint qu'il avait très froid, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé mort dans son lit quelques jours plus tard. Alban était submergé par la culpabilité en apprenant cela. Il se disait qu'il aurait dû insister davantage pour l'arrêter, et qu'il aurait dû signaler la boîte à la police. Il ne se pardonnerait jamais de ce qui est arrivé. Cette histoire concerne un appel que Brian, un policier, a reçu pendant son service de nuit, à environ 4 heures du matin. C'était un accident de voiture grave dans une zone rurale. Il s'est immédiatement rendu sur place et a trouvé que la voiture s'était écrasée contre un poteau et qu'il n'y avait personne autour. Brian s'est dit que c'était probablement un ivrogne et a commencé à fouiller la zone pour essayer de le retrouver. Il y avait une maison de l'autre côté de la rue, à environ 150 mètres de l'accident. Quelques minutes après l'arrivée de Brian et son équipe, une femme est sortie de cette maison en hurlant de toutes ses forces, courant droit vers eux. Brian a dirigé sa lampe torche vers elle, pour qu'elle sache où il se trouvait exactement, et il s'est mis à courir directement vers lui. Il a essayé de la calmer, s'assurant qu'elle allait bien et qu'elle n'était pas blessée. La femme lui a dit que c'était sa voiture, mais que ce n'était pas elle qui était au volant. « Laissez-moi deviner », il a dit, « quelqu'un vous l'a volée. » Mais ce n'était pas ça non plus. Elle lui a expliqué qu'elle avait dit à son mari qu'elle voulait le quitter, et ce dernier, sous le coup de l'émotion, lui a dit qu'il allait se suicider.
Elle a raconté qu'il avait essayé de prendre plein de médicaments d'un coup. Et quand ça n'a pas marché, il a sauté dans la voiture et l'a volontairement écrasé contre le poteau, pour se tuer. Quand ça n'a pas marché non plus, il est sorti de la voiture et est retourné dans la maison, où ils se sont encore disputés pendant un moment. Lorsqu'il a vu la police arriver, son mari l'a forcé à sortir et à verrouiller toutes les portes derrière elle. Brian lui a demandé pourquoi elle n'était pas partie d'elle-même, et si son mari avait été violent envers elle. Elle lui a répondu que non, qu'il ne lui ferait jamais de mal, mais qu'il avait quand même saisi un énorme couteau de boucher de la cuisine et lui avait ordonné de partir. De peur, elle avait obéi, mais quand elle a vu verrouiller la porte, elle a immédiatement paniqué, parce que leurs enfants étaient toujours à l'intérieur, des enfants en bas âge. Brian, horrifié par son récit, a jeté un coup d'œil à la maison et a vu les lumières intérieures s'éteindre une à une. Son sang s'est glacé dans ses veines et il s'est dépêché de remonter dans sa voiture pour se rapprocher de la maison. Son coéquipier, Adam, l'a suivi et Brian l'a rapidement briefé sur la situation, lui résumant ce que la femme lui avait dit. La maison était silencieuse. Ils ont commencé à faire le tour de la bâtisse dans le noir, essayant de regarder par les fenêtres pour évaluer la situation. En revenant vers la porte, ils ont entendu un bruit et Adam a pointé sa lampe vers la source. C'est là qu'ils ont vu l'homme, dans le jardin, juste derrière eux. Il était en fait à l'extérieur depuis tout ce temps, les observant. Il était penché en avant, les genoux fléchis, appuyé sur la pointe de ses pieds. Il était torse nu, vêtu uniquement d'un jean, et son corps était couvert de tatouages. Sa tête était penchée sur le côté, et il était immobile, se contentant de les fixer avec ce couteau géant à la main, sans dire un mot. Brian et Adam ont tous les deux sorti leurs armes, prêts à se défendre si besoin. L'homme se trouvait à environ 5 mètres d'eux. Ils ont essayé de lui parler, mais n'ont obtenu aucune réponse. Puis soudainement, et toujours sans dire un mot, il a commencé à se couper. Il s'est lacéré les bras et la poitrine, avant de se mettre à crier et à pleurer. Les 2 policiers ont essayé de le calmer, lui disant qu'ils étaient là pour l'aider et qu'ils pouvaient leur parler, qu'ils n'avaient rien à craindre. Il leur a répondu qu'il méritait de mourir, mais aucun des policiers n'avait l'intention de réaliser son souhait. L'homme a changé de bras et a commencé à couper le deuxième, de profondes lacérations, sans s'arrêter. Puis s'est attaqué à ses cuisses, sa poitrine et même son cou. Les policiers avaient déjà appelé une ambulance, et après un moment, l'homme s'est redressé, les suppliant de le tuer. Ils se sont tournés autour pendant un moment, les policiers essayant de l'empêcher de devenir une menace pour eux, et essayant toujours de le calmer. L'homme perdait beaucoup de sang, et de ce fait, devenait de plus en plus faible. Ils ont décidé d'attendre qu'il n'ait plus de force, et c'est ce qui est arrivé. L'homme s'est infligé quelques autres coupures, a essayé d'avancer de quelques pas, puis s'est effondré. Les policiers se sont précipités pour écarter l'arme, et l'ambulance est arrivée au même moment, l'emmenant immédiatement aux urgences. Il lui a fallu pas moins de 250 points de suture pour le remettre en état. Aucune plainte n'a été déposée contre lui, et une aide psychiatrique lui a été recommandée. Quant aux enfants, ils étaient sains et saufs. Son but n'a jamais été de leur faire du mal. Il voulait simplement éloigner sa femme pour qu'elle ne puisse pas le voir en train de mourir. Du temps est passé, et environ 3 mois plus tard, Brian est retombé sur l'homme à un stop. Quand il a vu Brian, l'homme a fondu en larmes et a serré le policier fort dans ses bras. Sa femme et ses enfants étaient avec lui dans la voiture, et ils essayaient de se reconstruire, un jour à la fois. Il lui a dit qu'il était au fond du trou cette nuit-là, mais que grâce à son aide, il allait beaucoup mieux. Il a remercié Brian de ne pas lui avoir tiré dessus ce soir-là, et de lui avoir donné une seconde chance de vivre heureux avec sa famille.